justement, pourrais-tu te présenter ton parcours dans les grandes lignes? Eh bien, moi, c'est Delphine, donc j'habite près de Valenciennes et j'ai décidé il y a quelque temps de tout lâcher, ce que je faisais, mon boulot, mon vrai métier, pour faire que de la scène et faire rire les gens. Donc, avec un parcours, je vais pas tout dire parce que du coup, il y a des choses que j'explique dans le spectacle Ouais, et donc et faut dont j'ai inciter déjà les parlé gens dans à venir, l'interview. Comment? faut inciter les gens à venir, faut pas tout dire non plus. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des choses que dont je parle dans le spectacle et que j'ai quand même, évoquées dans l'interview et l'article que tu as gentiment sorti dans le JMag 74. Donc, Ouais. pour résumer, j'ai 25 ans, de plus que les autres, en humour en général et je me dis: «Il y a pas d'âge pour vivre ses rêves». Donc, j'ai commencé la scène il y a quelque temps, allez, un petit comédie club et autres. Et puis, un accident de voiture en 2020 et d'autres événements ont fait que je me suis dit il y a quelque temps, «J'arrête tout et je ne fais que de la scène». Et mon spectacle qui s'appelle Delphine Van exagère, donc vous voyez, l'affiche si je bouge pas trop derrière, Mmh. je l'ai sorti, début d'année. Enfin, j'ai fait un petit essai en décembre à Lyon, parce que j'avais beaucoup bougé. J'avais vite compris en faisant des comédie clubs au début sur le secteur lillois qu'il fallait bouger en fait, il fallait pas rester dans la même ville et fallait essayer d'aller découvrir d'autres horizons. Ce que j'avais fait, ça m'a permis de connaître des gens, des comédie clubs, par exemple Graines de Star à Villeurbanne avec Ali qui est à sa tête et qui est adorable, ou d'autres, hein, bien sûr à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai connu Gérard Sibel, par exemple, qui m'a intégré d'ailleurs l'an dernier dans un concept qui s'appelle J'ai des rides et je t'emmerde, Ouais, ça c'est avec normal. lequel on a tourné sur scène. Voilà. Disons qu'il s'était dit à un moment donné, au moment du Covid et du confinement, il y a eu pas mal de femmes matures qui se sont lancées. Ils trouvaient ça intéressant. Et je dis des femmes, mais il y a aussi un homme qui était dans ce concept qui s'appelle Vincent. Et du coup, on a tourné quand même avec le festival Rire et Vin à Dijon, Rire et Vin au féminin, à Auxerre et autres. Ça m'a ouvert des Ah, on portes a à sur peu près la d'autres même dates. chose à Bourges, il s'appelle Humour et vin. Voilà. On est au centre Ouais, de j'ai la vu. France. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé mon spectacle en début d'année, que je l'ai joué la première fois à Lille le 15 janvier 2024. J'ai été le jouer 3 jours de suite au complexe de Lyon, super salle, etc., avec un super accueil, et à Verlinghem, enfin d'autres endroits où cette année je l'ai joué, je le rôde, je le peaufine et c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ce qui est jouissif, c'est la rencontre avec le public. C'est jamais le même spectacle, apparemment, où tu L'échange. interagis un peu avec eux. Et on va dire que c'est ma vision de la société, sans être moralisateur, hein. C'est vraiment ma vision de la société à travers mon parcours. Et parfois des sujets un peu plus durs à traiter en humour. J'ai pas envie de tout dire. Non, mais ça, c'est ce que me partageaient aussi certains artistes avec qui j'ai discuté avec Christophe, que ce soit Wassim, que ce soit Didou, que ce soit Maé, au niveau stand-up, au niveau scène humoristique, la nouvelle qu'il soutient vraiment. Il y a vraiment la société, aujourd'hui, l'actualité, et puis il y a vraiment aussi un barrage où il y a des choses qui peuvent passer scéniquement en échange avec le public qui ne pourraient pas forcément passer dans les médias, hélas. Et de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, alors ça, c'est le débat, de notre société avec tout ce qui se passe malheureusement, dans le monde et même en France, bien sûr, où tu peux te faire tuer pour avoir dit quelque chose. Donc c'est très délicat. Moi, j'ai tendance à penser, j'ai écouté une interview de Jérémy Ferrari l'autre jour qui disait: «Je suis pas d'accord avec ça». Il disait: «Je pense qu'on peut tout dire à partir du moment où on assume ce Avec qu'on lui, ouais. dit, où on dit». Et après, il y a des sujets qui sont notre came, d'autres pas. Par exemple, moi, tout ce qui est politique, c'est pas ma came du tout. C'est Normal, pour ouais. ça que l'autre jour, quand tu abordais les sujets, voilà, c'est pas ma came, c'est pas là-dessus que j'ai envie de rire non plus. Donc, je trouve qu'il y a assez de matière. Il y en a qui le font très bien. Ah non, c'est justement pour ça que Euh, quand on a fait l'interview, on parlait plus de souvenirs d'enfance par moment et oui, bah après, moi, j'ai grandi en bouffant du sketch de Muriel Robin, de Florence Foresti, évidemment, de Coluche, des Inconnus, des proches. Enfin, il y en c'était a, des, il y en a c'était tellement, des c'est ça. replays, c'était des replays au niveau Comment? de Coluche. C'était des replays? Bah oui, au niveau de Coluche, par exemple. T'essayes de savoir mon âge ou quoi? Non, 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 mais t'étais très petite quand. Parce que de mémoire, on se l'était dit, on va pas le dire en live là, mais Attends, je dis pas de bêtises. Il est en quelle année? 89?
Ou je déconne? Ouais, vers un accident de voiture un peu Attends, je mystérieux, vérifie. enfin de moto un peu mystérieux, Attends, mais voilà. décès Coluche. Non, j'étais pas si petite que ça, hein. Je me souviens avoir, attends, décès Coluche. Mais ça ne Je suis demande ça ne 89, se ça doit demande être pas l'âge de toute façon, donc en 86. Bon, j'étais pas loin. En 86, oui, non, j'étais pas si petite que ça, non, non, et OK. j'adorais ce qu'il faisait. Il osait tout, lui, Ah pour bah, le je suis coup, d'accord hein, avec toi, ouais. Et il est justement, avant-gardiste. c'est le type d'humour que malheureusement, il est très difficile d'avoir aujourd'hui. Tout comme Desproges, par exemple, Pierre Desproges ou autre, c'est pas forcément simple. D'avoir notamment à la télé ou sur les médias bien pensants. En public, c'est plus simple que, voilà, ou sur Oui, les alors médias, j'allais te dire les après, réseaux sociaux. à la télé, je n'y suis pas, donc je peux pas te dire ce qu'on m'aurait dit de dire ou pas, mais en tout cas sur scène, je crois que tu peux te lâcher, tu peux tout dire et tant que tu crois en ce que tu dis et que tu l'assumes et que c'est dans tes tripes, Et que tu gères, ouais. je pense que les gens vivent tellement, des choses même atroces que je veux dire à un moment donné, si tu as envie d'essayer de faire rire pour sensibiliser sur un sujet, je pense qu'il faut le faire après sur scène, encore une fois. À la télé, tout ça, c'est encore différent. J'imagine qu'on te met des cases et des barrières et Ouais, de plus en plus, je on n'ai a, pas avoir ce média, encore pour m'exprimer, donc je peux pas t'en parler, mais oui, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on peut plus dire à la télé, ouais. quand tu vois déjà le traitement qui est fait au niveau de C8 par rapport à Cyril Hanouna ou les bien-pensants voilà, pas du CSA, mais ça a changé de nom entre-temps et qui vire carrément la chaîne C8 le 28 février prochain, elle disparaît avec toutes les émissions, tout son contenu. Ça fait un peu penser à la disparition de la chaîne de la 5 dans les années 80 où il y a tout le monde qui est viré parce qu'il a trop osé dire être libre à antenne, même s'il a 2 millions qui le suivent tous les soirs. C'est pour ça que c'est assez où tu as une liberté d'expression qui est de plus en plus compliquée, malheureusement. Après, je Donc me dis, de justement, toute ça c'est façon. pour rebondir sur toi, au sens où pourquoi le mot exagère. Alors, exagère parce que, pardon, je vais éteindre ce son là. Au départ, je voulais appeler mon spectacle, «N'est pas celle que vous croyez», parce que mon grand-père disait toujours ça. Mon grand-père, c'était mon De Funès à moi et donc mon grand-père, mon papy, comme je l'appelais, c'était vraiment, un pilier pour moi et il disait toujours ça. Non pas qu'il était gay, il était juste marrant, bon et toujours pareil, cette façon qu'il avait de toujours, toujours, toujours raconter des blagues, parfois les mêmes, comme les gens disaient, c'était pour exister, vraiment pour voilà. Mais il était toujours, en train de délirer et il disait toujours avec son petit rictus: «Je suis pas celle que vous croyez». Bon. Donc pendant des années, je l'avais parlé à Gérard là-dessus, je voulais l'appeler comme ça et puis, pour 2 raisons différentes. La première, c'est que j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui était sorti, politique avec ce titre. La deuxième, c'est que j'ai vu une affiche d'une consoeur avec ce titre. Bon, je me suis dit: «Donc c'est tout». Donc il fallait chercher et trouver un titre de spectacle, c'est un travail. Je pense pas, à moins que ce soit une illumination, que ça se fasse comme ça. Donc j'ai Oui, mis parce qu'il sur faut le que papier. ça soit attractif, marketing, et tant qu'à faire, que ça fasse venir le plus possible le public, quelque part. Bah, après chacun, le définit comme il veut, son titre et le travail comme il veut. Moi d'abord, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai envie de dire et qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce qui Pour me». globaliser. Donc j'ai noirci du papier avec, des choses qu'on m'a toujours dites ou petites et autres, et en l'occurrence, on m'a toujours dit: «Tu es trop». J'en parle un peu dans mon spectacle d'ailleurs, donc je vais pas tout dire, mais effectivement, on m'a toujours dit: «Tu es trop», dans tous les sens, de toute façon, donc du coup, je me suis dit: «Tiens, le titre "Trop" serait pas mal». Et de fil en aiguille, avec beaucoup de réflexions autour, ça finit par, exagère. Ce qui veut dire à peu près la même chose. Donc exagère parce qu'elle est trop, exagère pour les thèmes peut-être abordés ou la façon, ou exagère pour le voilà, c'est un bon résumé, je trouve, et un bon compromis, par rapport à toutes les pistes que j'avais au départ. Ok. Et du coup, ben, quels sont les moments, les temps forts, les meilleurs moments peut-être de ce spectacle, justement, pour attirer les gens pour venir te voir? Je peux pas te dire il y a un meilleur ou moins bon moment forcément, il y a un fil conducteur aussi et différents sujets abordés. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas moi qui en parle le mieux, je suis très mal à l'aise avec ça, c'est le public et si les gens veulent, voir, et lire les avis, depuis que je le joue, donc à Lille, à Paris et ailleurs, enfin à Paris, c'est en cadre de J'ai des rides et je t'emmerde, donc c'était jamais le spectacle complet, mais en tout cas, ils peuvent aller sur, Bireduc
Ils tapent dans la petite fenêtre Delphine Van exagère et ils vont voir les critiques des gens qui ont vu le spectacle. Je pense que c'est le meilleur retour. C'est comme quand il y a un concours. J'ai horreur des concours et des festivals avec des concours, mais en tout cas, quand il y en a un, pour moi, le meilleur prix, c'est le prix du public. Parce que c'est le public. Comment ? Ça me rappelle la question que j'avais posée lors de l'interview qu'on avait faite ça devait être au mois d'octobre ou au début novembre. L'interview dans le GIMAC 74, c'est où tu étais plus ou moins mal à l'aise pour te définir en tant qu'artiste, ou quelle était selon toi la définition du mot artiste où tu te sentais un petit peu mal à l'aise? Non, c'était pas dans la définition du mot artiste que je me sentais mal à l'aise, c'est quand tu as dit parle-moi de toi, présente-toi, vends-moi ton spectacle. Ça m'a pas, je suis pas à l'aise avec ça. Pour parler de moi-même. Par contre, le mot artiste, non, ça m'a pas posé de souci. Je me souviens que tu avais comparé avec l'artisan et tout ça, donc pour moi, c'est pas. Souvent, les deux sont assimilés, oui. Voilà, parler de l'artiste en général, ça me pose pas de souci. Mais c'est vrai que de se définir soi-même, de dire qu'est-ce qui fait qu'on irait voir ton spectacle, tout ça, je suis pas trop à l'aise. De se vendre, ouais, c'est clair. Parle le mieux. Tout ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que des fois, on nous dit. Est-ce que, quand on fait des comédie clubs, par exemple, est-ce que c'est adapté aux enfants en bas âge? Et souvent, je réponds avec ironie en disant « Bien sûr, on écrit nos spectacles pour vos bambins ». Alors que non, évidemment, c'est de l'ironie. Alors bien sûr, ce n'est pas un spectacle écrit pour les enfants, mais quand il y a des enfants, je fais en sorte que ça soit imagé, etc., et que les sujets un peu plus soient avec des métaphores. Maintenant, c'est quand même un spectacle toute génération, c'est-à-dire 15, 20 ans, etc. Vous venez, parce que l'autre jour, j'ai fait une scène avec le collectif 1, 2, 3 Théâtre, qui sont des étudiants. Donc, il y avait 100 personnes, j'ai envie de dire gamins de 20 ans, qui à la fin sont venus me dire « Ouais, c'était super et tout ». Et il y en a un qui m'a dit « J'ai adoré et on ne pensait pas que tu serais aussi… j'ai dit aussi cru ». Il m'a dit « Non, aussi, que tu allais t'adapter à nous ». Je lui dis « C'est là que tu te trompes, je ne me suis pas adaptée à vous, je suis comme ça ». Tu vois ? Et je pense qu'il y a beaucoup d'a priori quand tu regardes une affiche, quand tu lis un pitch. Si c'est quelqu'un de 40 ans, tu vas te dire, tiens, ben, c'est que pour les quarantenaires et les cinquantenaires. Si c'est quelqu'un de 20 ans, peut-être les plus âgés, les plus expérimentés vont dire, ah ben, ça ne me concernera pas. C'est faux. Je connais des spectacles de gens de 20 ans et la vingtaine qui sont adaptés à tout public et c'est ce que j'aimerais faire passer. Et c'est pour ça que j'ai changé récemment mon pitch. Il était avant un peu plus généraliste que ce qu'il est aujourd'hui. Il disait authentique, décomplexé, elle vous emmène dans son univers décalé, etc. Ce qui est vrai, avec une énergie communicative et autres. Alors, c'était un pitch qui me correspondait, mais c'était un pitch un peu généraliste. Et j'ai refait le pitch que je ne vais pas vous lire là, parce que je laisse les gens le découvrir. Je reviens, je te laisse du coup rapidement seul en scène, je reviens tout de suite. Ça va, tu as une urgence. Du coup, je disais, attends, j'essaye de mettre, mais pas derrière le neuneu. J'ai refait le pitch du spectacle pour que tout le monde comprenne que, quelle que soit la personnalité, votre personnalité, quel que soit votre âge, etc., venez, on partage ensemble des moments de vie qui peuvent parler à tous, que ce soit les parents, les enfants, les ados, etc. Et évidemment, qui fait qu'on passe un bon moment de partage ensemble. Je ne sais pas si c'est un challenge que James me fait pour me laisser toute seule ici, mais on va improviser, bien sûr. C'est le b.a.-ba de l'humour, savoir improviser, mais normalement, on improvise avec un public. Donc là, je vois ma tronche, tu vois, en train de me dire, mais j'ai pas séché mes cheveux, j'ai improvisé, et je dois improviser toute seule, en face moi-même. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Bien que j'ai très mal à la tête, parce que j'ai pris un trauma crânien il y a 15 jours, et depuis, ça me fait une espèce d'étau. Vous allez me dire, comment tu as pris un trauma crânien ? Toute seule. Toute seule un matin 7h, en m'abaissant gentiment pour éteindre une multiprise, et j'ai pris un chauffage sur la tronche. Je peux vous dire que je le sens passer et que d'être avec vous comme ça, même si je ne vous vois pas, ou peut-être vous êtes 2, peut-être 3, peut-être 10, je ne sais pas, bah, ça me fait du bien parce que j'y pense plus et du coup, les douleurs s'apaisent. Exactement comme quand je suis sur scène et que je vois ou j'entends vos rires. Si vous saviez ce que ça fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur scène, tu te chies dessus, c'est bien clair. Je n'ai jamais pris autant de bide que depuis que je fais de la scène, dans tous les sens du terme. Mais quand tu es sur scène et que tu vois les gens rire et que tu as des super retours après, oui,
ça arrive d'avoir des super retours. Eh bien, voilà, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu continues et tu comprends pourquoi tu as eu envie de tout quitter pour faire que ça. Donc c'était vraiment, ce que je voulais vous dire. J'en profite d'avoir l'antenne toute seule. Ah, le revoilà. Oui, Tu me justement, attends, je disparais, parce qu'on profite pour Est-ce que tu avoir. m'as testé ou tu avais vraiment une envie pressante? Est-ce que tu m'as Non, testé en se disant: «Qu'est-ce qu'elle va moi, improviser?» ou tu j'avais avais une envie vraiment de besoin? pression, je suis vraiment désolé, puisqu'on est en live non-stop depuis 17h30. Et Ah, j'avais un puis, et test comme j'ai quelque dit part, tout à c'est l'heure. intéressant au niveau de l'impro aussi, puisque moi aussi, je suis beaucoup dans l'impro, puisque l'invité c'est pour ça que je t'avais demandé de venir plus tôt tout à l'heure, c'est parce que l'invité, finalement, il y a eu un problème technique et viendra finalement à la fin. Donc, voilà. Ce qui est intéressant. Et puis moi Et j'ai vu aussi, tout à l'heure et j'ai vu tout à l'heure que tu avais laissé un jeune homme seul et qui savait plus quoi faire, donc je me suis dit: «Ah OK, sans savoir s'il y a de l'audimat derrière, il faut de toute façon leur non, non, parler». non, mais Je l'avais nous, malheureusement, on est une web TV qui est pas très connue pour l'instant, qui est surtout connue au niveau des replays, et les cuts qui sont faits excellemment par Nicolas sont très partagés, voilà. Mais nous, on est beaucoup plus connus au niveau du JMAG, heureusement, puisque ça fait 8 ans que le JMAG existe. Et puis j'ai réussi, un challenge, c'était pas vraiment un challenge, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que par mag, on a actuellement, avant on avait 25-30 interviews dans le domaine culturel, là on en a 40-45 par mag, et ce qui fait que ça nécessite plus de temps. Et puis voilà, c'est pour ça que ton interview, malheureusement, dans le mag 74, a été publiée un petit peu en retard. Voilà. Et bon, quel est eh bien ton écoute, ressenti justement par rapport à la fidélité du contenu? Peut-être que c'est un peu brouillon, puisque c'est la première fois qu'on utilisait le logiciel de retranscription, voilà, donc avec l'IA, justement, l'intelligence artificielle. dois-je dire la vérité? Ben oui, puisque tu aimes bien exagérer des fois. Donc, Tu me lances dessus parce que je l'avais dit, par mail, mais on m'a répondu, «C'est bon, mais machin». moi, son problème. C'est pour ça que j'ai un nœud papillon. C'est vrai, je me suis dit: «Il faut Merci dire la vérité». Nicolas pour le. Non, moi, je préfère être Non, cash. Voilà. Toi, t'étais c'est-à-dire qu'effectivement sur le premier jet, voilà, donc de la retranscription par ce logiciel de retranscription. Hélas, parce que maintenant, c'est beaucoup plus élaboré. Voilà. Heureusement. C'est-à-dire qu'entre une conversation, où, on parlait à 2 et cetera, et j'écoutais tes réponses, tu écoutais les miennes et cetera, et puis la retranscription stricto sensu sur un logiciel, c'est comme quand on envoie un SMS à quelqu'un, il faut toujours se relire, sinon on part sur des trucs horribles. Donc il y avait énormément de répétitions, de non-sens, de choses, et j'ai dû rebosser des heures dessus, et je me suis dit: «Ben là, pour le coup, il aurait mieux fallu m'envoyer les questions, que je travaille direct dessus, parce que c'était pas audible ni présentable». Alors, je Ah, je me pense que souviens bien, surtout qu'en plus de mémoire, Quentin t'avait foutu la pression parce qu'il n'y avait pas de temps, on était dans le délai de publication, le mag était en retard, non, 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 et puis comme c'était pas lui qui non, avait, c'est juste que je lui ai envoyé un message le jour où il m'avait demandé le deadline, et je lui ai dit: «Écoute, pour telle et telle raison», et je pensais avoir vu bah, juste une tu préparais le relecture. nouveau C'est juste spectacle. Donc, beaucoup de boulot dessus, et il m'a dit: «Il faut pas exagérer». C'est-à-dire, bon, il a mal pris, j'avais pas de temps à perdre, donc j'ai pas répondu. J'ai juste corrigé le truc la veille de mon spectacle à Lille jusqu'à des 3-4 heures du matin, parce qu'effectivement, je me suis dit: soit ça sort pas, soit ça sort, il faut que ce soit quand même un peu lisible et cohérent. on a tout Et à comme faire, dans oui. les questions et comme là, c'est moi qui est brouillon, puisque dans les questions que tu me poses, il y avait des redondances dans mes réponses. Tu vois, il y a des questions que tu m'as posées, vu que c'était une interview comme ça entre nous, ben, il y a des choses que je répétais peut-être pas au bon endroit, et cetera. Forcément, le truc a repris. Donc, si vous utilisez, pardon, à 2-3, ce logiciel, je pense que ça peut aider pour pas tout réécrire, mais en fonction enfin, si c'est pour utiliser ce logiciel, c'est con, mais je pense qu'il faut envoyer les questions avant à l'artiste pour que, au moins, quand il te répondent, ça soit structuré, tu vois, et que le Ah non, logiciel, mais ce soit c'est juste. juste ça. Non, non, t'inquiète pas. Ça, c'est ce qu'on a bien géré au niveau du mag, du mag d'après, le mag 75 qui a été publié aujourd'hui. C'est que moi d'habitude, je m'occupe pas du tout des textes. Mais parce qu'une fois que c'est enregistré, j'ai des semaines de 60-70 heures entre tout ce que je fais à côté, du booking, de l'animation, voilà, des réalisations d'interviews. J'avais par exemple une journée hier de 8 interviews, et c'est très très intense, surtout quand tu as content. Ça coupe, ça a coupé là. Allô? Ça a coupé. Alors, je reprends pour vous parler en live, vu que James est coupé. Je pense que là. Ah, ça y est, je Oui, l'ai non, retrouvé. Alors, non, chaque fois c'est que ça coupe, c'est une petite impro, hein. ce sont les normal. Ce sont Vous les avez coupé mystères total. d'Internet.
Oui, moi, je me suis retrouvé vraiment dans l'impro hier, mais sur une interview, bah, c'était la troisième de la matinée. Normalement, bah, il avait négocié l'interview en français avec un groupe de grunge rock, voilà, qui était en Irlande, et il y avait au moins un des 6 membres du groupe qui savait parler en français. Il n'était pas dispo, du coup, j'ai dû parler en anglais, et j'aime pas trop ça. J'allais te dire, est-ce que tu parles anglais couramment ou quoi? Ou pas? Bah, au grand désespoir de ma belle-mère, anglais, espagnol, oui, anglais, non. Et puis Tu vas après, c'est clasher ta quelque belle-mère. Après, c'est quelque chose, c'est quand tu es la meilleure façon, quand tu es dans le pays d'apprendre une langue, que ce soit petit ou plus grand, c'est de vraiment être immergé dedans, dans le pays pour te Exact. forcer à gérer la langue. C'est C'est pas, il y a des années en Espagne. J'étais complètement immergée en Espagne et au début, je ne savais rien dire quand j'avais fait le premier échange scolaire. Donc je suis arrivée, j'ai mis des A à la fin des noms féminins, des O à la fin des noms masculins en français. Enfin, tu vois le délire, c'était un sketch. Et puis quelques mois après, j'y suis retournée seule, sans les copains de l'échange scolaire et tout. Et là, tu apprends. Alors, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue latine en étant français que le néerlandais, l'anglais, etc. Néerlandais, c'est un mélange d'allemand et d'anglais. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait 2 ans de cours, je me rappelle de rien. Mais rien. Hein. Donc, et c'est tellement riche de pouvoir parler avec toutes les cultures, toutes les langues. L'anglais, c'est quand même la langue qu'il faut savoir parler, je pense, parce que bah, tu te sors de toutes les situations, normalement. Tu sais que je fais l'English stand-up au Spotlight? ah, Attends, je t'explique la vérité. Enfin, je vous explique. C'est-à-dire que il y a l'English stand-up une fois par mois avec Neil. Salut Neil. Et une fois, il me voit jouer, il y a 2 ans, je crois, mais il me voit jouer en français. Et je le croise avec un accent très british. Je me dis, OK, il vient de faire son truc, English, voilà. Et je fais un sketch en français, il kiffe, il me dit: «Est-ce que tu do you want to go?» Bref, il me demande qu'est-ce si que tu je veux faire un racontes, sketch là? alors qu'on parlait en anglais depuis des années. Je me dis: «Il est fou» et il m'avait entendu en français. Maë, mon pote Maë, que tu as interviewé d'ailleurs. Oui, oui, il est Maë, excellent, lui, d'ailleurs. Ouais. mon pote Maë, j'en parle Ah, après il peut-être, mais était, en tout moi, cas quand j'ai interviewé, pour la petite anecdote rapide, il était en train de partir pour Casablanca, pour le Jamel oui, Comedy Club alors direct. monsieur a un emploi du temps de ministre, hein, je veux dire, nous Mais on est il est amis, super pour avoir 5 adorable. minutes de conversation, il faut s'y prendre 3 mois Super d'avance. adorable, tout comme Wassim, d'ailleurs, au passage. Ouais. Wassim, son meilleur pote, hein, enfin un de ses meilleurs potes, pour pas faire de distinction. En tout cas, pourquoi je dis ça? Maë était avec moi quand Neil me demande de faire de l'English stand-up et je lui dis, tu sais, my English is very machin. Il me dit, on s'en fout, t'es drôle, c'est bien. Ok. Donc je lui dis oui et quelques mois plus tard, je dois monter sur scène à l'English stand-up. Je le rappelle la veille. Au début, je veux traduire un sketch, tu vois, ce qu'il faut pas faire. Et je lui dis, sachant que lui, il parle pas vraiment français, hein, je lui dis, t'es bien sûr de ce que tu fais? Il me dit, oui, 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 t'es drôle, c'est bien. Et j'y suis allée en me disant, qu'est-ce que je fous là? Et tout le monde me dit, t'as un super niveau en anglais vu que tu fais l'English stand-up. Eh bien, pas du tout. C'est le contraire. Et c'est parce que j'ai pas un bon niveau en anglais qu'ils m'invitent, tu vois, pour faire le clown. Ouais, mais d'ailleurs, tu en as un qui le faisait très bien dans les années 2000, si tu te souviens bien de la série H de Jamel, où il abusait sérieusement au niveau de ses premiers sketchs où il n'était pas forcément très connu, Jamel, la série H où tu as un certain nombre de comédiens, l'équipe bah, qui a beaucoup explosé, mais qui se sont séparés depuis, ah, putain, merde, la tour Montparnasse Infernal, j'arrive pas à trouver les noms. L'un qui a explosé, qui est un peu barbu, et puis l'autre qui est complètement chauve. Et puis tu as aussi celle qui est dans Demain nous appartient, la grosse qui était dans la médecin, Oh, dis donc, des clichés, qui est adorable en plus d'ailleurs. grosse. Elle est adorable. Non mais c'était des clichés où c'était les mecs à cette époque-là, au début des années 2000, qui étaient mis en valeur. Et puis il y avait l'infirmière qui était un peu nympho, qui a fait une belle carrière depuis, heureusement. Et puis elle qui a su rebondir, qui est adorable. Malheureusement, j'ai des problèmes de mémoire de nom en ce moment. C'était pas avec Ramsey? Oui, Eric et Ramsey, oui. C'était à l'époque où ils Exactement. faisaient des sketchs ensemble et où la série H, gérée par Canal+, a débuté. Et puis, ce qui a fait débuter aussi, au passage, Exploser de Jamel. Standardiste un peu bidon et où il improvisait de l'anglais complètement délirant et un peu l'anglais, un peu Mélanger l'anglais, le franc marocain anglais. le truc un peu, vraiment. Mais c'est vrai que donc l'English stand-up, alors là pour le coup vraiment pas se prendre au sérieux, mais je me prends jamais au sérieux, mais en tout cas c'est
aller devant un public complètement bilingue, mais complètement bilingue, parce que soit ils sont étrangers, ils habitent ou soit ils sont vraiment bilingues parce que voilà, et qui donc s'attendent à avoir des humoristes complètement bilingues et arriver avec tes failles, ton accent de merde, ton texte souvent et voilà, et les gens sont très bienveillants parce que justement ça les fait rire et je dis, c'est toujours dans le côté, les préjugés, tu vois? Est-ce que vous feriez-vous l'effort finalement avec un français dégueulasse de monter sur scène pour faire rire les gens? Ben, moi j'ai envie de dire: «Je m'en fous». J'ai fait un Spanish stand-up à Paris, dans le 5e de mémoire. J'avais vu sur les réseaux Spanish stand-up. Pour le coup, j'ai moins de mal en espagnol qu'en anglais maintenant que je pratique moins l'anglais, alors que l'espagnol, je l'oublie pas trop. Et c'était une belle expérience que je recommencerais. C'est parce que là, j'avais mis un peu en stand-by Paris et autres pour découvrir, pour plein de raisons, parce qu'il y avait mon spectacle, mon père qui était malade et autres. Mais ce sont des expériences que je vais refaire, dont une qui était ma première chronique radio avec Armada, toujours de la part de Christophe. D'ailleurs, là, on a toute une batterie d'Armada dans le Mac 74 ou le Mac 75 aussi. Avec Sébastien. Sébastien, oui, alors lui, c'était une interview fleuve énorme, tout comme aussi Christian Le Gall, excellent, et puis Le Bon aussi, excellent. Donc, Sébastien, le jour où j'ai été la faire, il y avait Jean-Luc Romero, l'adjoint au maire, qui faisait sur... alors, c'était au moment de l'affaire Palmade, donc il faisait sur le chemsex, puisque son ancien mari, enfin son mari, est décédé. Ouais, les mecs drogués pour baiser, pour être abusés d'eux, ouais. Comment tu dis? Les mecs drogués pour que l'autre mec abuse de lui et puis il ne s'en rend pas compte forcément, ou d'après la définition que non, pas du tout. Non. Le chemsex, c'est pas ça. C'est qu'ils prennent des drogues pour l'érection et ne pas dormir de la nuit. Et ça ne s'arrête pas. Et voilà, donc c'est pas quelqu'un qui te donne de la drogue pour qu'on abuse de toi. C'est les gens qui prennent consciemment de la drogue pour faire des nuits et des journées de sexe, etc. Et son mari, Jean-Luc Romero, il le sait, il a écrit un livre et tout, et est décédé de ça. Donc ce jour-là, il intervenait sur la radio pour ce sujet et aussi pour le sujet Mourir dans la dignité. Sujet que j'ai bien cogité par rapport à la fin de vie de mon père, mais bref. Et moi, je ne savais pas trop quoi traiter 2 jours avant, et j'ai fait 25 minutes sur le féminicide. C'était drôle, normalement. Mais la veille, tu m'aurais dit, fais 5 minutes, j'aurais dit, c'est trop long. Et en fait, je me suis lâchée. J'étais tellement dans une bonne énergie en sortant que le métro était bondé, vraiment. J'ai dit, allez, j'y vais dans le métro. Donc 2 fois, j'ai essayé de faire rire les gens dans le métro. Une fois à minuit en sortant du spectacle de Maé, et une fois, donc il n'y avait pas grand monde, il y avait 8 personnes, et une fois à 19h30 avec Christophe Cochard, Sébastien et toute l'équipe de Armada. Voilà. Aussi, il est excellent. En fait, tu vois, si je joue dans des endroits où tu es moins bien accueilli, où tu n'es pas, tu vois, bon, je vais être un peu plus... Mais si je me sens comme à la maison... Tu le ressens, oui, c'est quelque chose que tu ressens. Moi, je vois ça aussi au niveau des lives, au niveau des interviews aussi, au niveau de ce que je fais. Je commence à faire un petit peu en public aussi, et voilà. Je ressens dès que il y a des situations où tu te sens plus à l'aise que d'autres et où tu es plus... Après, ça dépend des lieux, de l'accueil, de peut-être les collègues autour, etc. Mais si tu me laisses quartier libre et que je me sens à l'aise, je me sens bien, et sur scène, c'est ce qu'il faut réussir à faire. C'est pas toujours évident. Il faut réussir à se lâcher et à être vraiment soi-même. Sauf quand tu es dans un personnage, etc. Dans ce cas-là, il faut le jouer. Mais je veux dire, sinon, ce qui touche le plus le public, c'est quand tu es toi-même, parce qu'ils le ressentent, en fait. Ils ressentent que tu es toi-même et ils se reconnaissent dans des choses de tous les jours, en fait. Donc, c'est ça qui les touche, en fait. Et justement, un peu, souvent, on me compare à quelqu'un qui est une grande animatrice des années 90, même si je suis un homme. Souvent, on me compare à Mireille Dumas. Justement, pour faire ma Mireille Dumas, quel était ton élément déclencheur pour changer de carrière et te lancer dans l'humour, finalement? Eh bien, comment te dire, déjà depuis toute petite, je suis extravertie, je prends de la place dans une soirée, tu m'entends, tu me vois, etc., ce qui dérange parfois dans la vie, en tout cas en France. Tu vois, non, mais par exemple, j'en parlais avec, j'ai été voir des potes en
En France, oui, mais en Espagne ou autre, ça dérange pas du tout. Et la limite, ils te poussent, on l'a encore. Ne les dérange pas, au contraire. Et d'un seul coup, tu rentres dans un bar ou une soirée et tu te retrouves à parler à tout le monde. J'en discutais avec une certaine Paquita, salut Paquita, que j'ai rencontrée dimanche dernier en allant voir mes potes Rio Desson en concert. Et je vois cette femme tout en couleur avec le smile. Tu vas me dire, quand les gens sont salsera, en général, dans ces soirées, ils sont toujours avec le smile, ils sont heureux d'être là et ça fait du bien. Ça change des gens qui font la gueule. Et je vais la voir et je lui dis, je suis sûre que vous êtes espagnole. Elle était habillée tout en couleur, elle avait un regard lumineux, elle avait un sourire. Elle me dit oui, donc on discute et on reparle de ce que j'ai toujours ressenti. Et je lui dis, moi, ce côté extraverti, je sais qu'il dérange en France. Je sais qu'il dérange parce que je suis extraverti, je suis hypersensible, je dis ce que je pense, ça dérange. Non, mais normal. Mais le plus dingue, moi, c'est quelque chose que je disais. Enfin, il y a un invité tout à l'heure où j'avais un peu ce sentiment-là où, et en France, de plus en peut-être même avec toi au début de l'interview, c'est que tu as maintenant une bien-pensance qui plus ou moins s'installe et finalement, ça bloque un peu certains humoristes. Alors, tu vois, tu me demandais le déclencheur. Donc, toute petite, j'avais déjà ce côté, comme mon grand-père, de prendre la place, de machin. La famille disait dans les réunions de famille, communion et autres, bah tiens, monte sur la table et chante la bonne du curé. Bon, je me retrouvais debout sur la table à 7-8 ans en train de chanter la bonne du curé. Car tu voudrais bien, mais tu pouvais point. Non, je plaisante. Je n'ai pas entendu. Les premières paroles d'Annie Cordy que j'ai très bien connues, je l'ai vu 3 fois en spectacle et j'ai interviewé une fois, c'est une belle interview. Les premières paroles de la bonne du curé, c'est « Je voudrais bien, ouin, mais je peux point, ouin. » Voilà, c'était déjà assez trash en tant que... Voilà, donc c'était ça. Alors, si tu veux, est-ce que c'était une question de génération ou mes parents à moi? Mais en tout cas, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est ouvert au niveau théâtre et autres, je me dis, tiens, si j'avais mon enfant de tel âge qui témoignait ce genre d'envie, je dirais, tiens, ben, je vais t'inscrire au théâtre, ou est-ce que tu as envie de faire un stage de clown ou quelque chose. À l'époque, ce n'était pas d'actualité ou pas chez moi. Donc, je faisais le singe sur les tables aux communions et autres et avec mon grand-père, et ça s'arrêtait là. Bref, j'ai toujours eu ça. Quelques années après, quand j'arrive dans le Nord, je suis arrivée dans le Nord en 99, je me dis, tiens, ce côté extraverti qui passe pas en France, je vais aller l'évacuer sur une scène. Et je m'inscris à des cours de théâtre qui étaient au Phénix à Valenciennes à l'époque. Et là, bizarrement, j'apprends tout l'inverse, c'est-à-dire à laisser de la place aux autres. C'est-à-dire que je suis arrivée, il y avait, je ne sais, 30 personnes qui se présentaient. Il y en avait qui avaient même beaucoup de mal à nous regarder en face et à dire leur prénom. À la fin du premier cours, tout le monde avait la tête haute et disait, je m'appelle un tel, je fais ça. Et ce cours en communauté m'a appris à laisser de la place aux autres, il m'a fait un bien fou. Et c'était vraiment intéressant au Phénix. Et puis après, la vie continue et j'enchaîne le boulot d'agent immobilier, dont toutes ces années en tant qu'indépendant. Et là, je ne vois plus que le boulot. Matin, midi, soir, jour férié, je suis au boulot, avec le RSI, autrement dit régime et sodomie inclus. Que ça s'appelle le RSA maintenant, sauf qu'ils vont proposer un purgatoire. Et c'est là où il y a le décès de mon grand-père, l'annonce du cancer de mon père en avril 2023, par exemple, et tout s'enchaîne, plus un accident de bagnole que je subis en 2020, qui me fracasse les cervicales, et ce que j'ai aujourd'hui, c'est un handicap invisible, c'est-à-dire qu'il y a des choses, tu vois, qui sont très compliquées, à cause d'un mec qui envoyait un SMS. Je le dis parce que je ne suis pas une sainte et ça m'a servi de leçon aussi pour moi. Combien de fois j'ai pris mon téléphone au volant, combien de fois j'ai répondu aux clients limite avec la tablette. Bon, tu te dis, tant que ça ne t'arrive pas, oui, bon, ça arrivera qu'aux autres. Non, tu peux tuer quelqu'un, tu peux fracasser la vie de quelqu'un, la santé de quelqu'un. Le mec sort d'un anniversaire, envoie un message à ses potes, il relève la tête, il m'emplafonne la voiture et la mienne en plafonne celle de devant. Ça s'appelle un whiplash. À ce moment-là, je me sens perdre des années et des années en capacité. Quasi instantanément, il y a les confinements. Le tout premier, je le vis bien. Enfin, on n'a pas le droit de travailler, je souffre parce que je n'arrête jamais. Le deuxième, beaucoup moins bien parce que j'ai commencé les scènes. Quand tu commences les scènes, moi, on me disait, faut que tu trouves ton public, sous-entendu des vieux. Ça s'appelle de l'agisme, c'est du racisme envers je dirais pas les vieux parce que je ne suis pas vieille, mais voilà ce qu'on me disait. Aujourd'hui, quand je fais rire une salle de 100 personnes et qu'ils ont tous 20 ans, dans ma tête, c'est une petite revanche et je me dis,
les clichés, les préjugés, encore victimes de tout ça. Et c'est pour ça que je te dis, le pitch de mon spectacle, j'espère qu'il fera comprendre à ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont 20 et tu vois 15, 20, etc. Venez. Mais en tout cas, le déclencheur, ça a été depuis toute petite, j'ai ça en moi. Je monte sur les tables, je fais mon singe. Ensuite, je suis tellement dans le boulot que finalement, je m'oublie un peu. Je pense beaucoup à réaliser le rêve des gens dans l'immobilier, mais moi, je m'oublie en fait, je pense. J'allais danser la salsa, j'y vais plus. L'humour, c'est mon truc. Et à un moment, je me dis, tiens, je vais me réinscrire à un cours de théâtre. Et là, je m'inscris à un cours et le prof dit, enfin, le directeur dit à Lille, dans 4 mois, il y a une scène ouverte. Vous faites ce que vous voulez, il y a 10 places, vous êtes 180 élèves. Et du coup, tu fonces. Ce jour-là, on est dans un amphi, il y a 200 élèves et je me dis, inscris-toi tout de suite et dans 4 mois, tu dois monter sur scène avec moi. Sinon, tu ne le feras jamais de ta vie. Et ce jour-là, je prends mon téléphone dans l'amphi, je m'inscris. Il a dit qu'il y avait du niveau l'année dernière. Il a dit qu'il ne fallait pas prendre la place de quelqu'un pour rigoler parce que c'était sérieux. Il y avait 10 places et tu pouvais faire du texte, de l'impro, de l'humour, ce que tu veux puisque cette école propose plein de disciplines. Et à ce moment-là, je m'inscris et je me dis, dans 4 mois, je monte sur scène avec mon premier sketch. Ça faisait déjà 2 ans que j'écrivais des idées sur mon téléphone. Parfois, quand je raconte ça, je ressors ce que j'avais noté en 2017 ou 2018 et je me dis, mais truc de ouf. C'était des idées. Par exemple, une copine me dit à l'époque, on fait une petite soirée entre filles vendredi, est-ce que tu veux venir? Et moi, certainement mal luné, fatigué ou je ne sais pas, je lui dis, non, mais vous allez encore parler que de vos gosses, ça va me saouler. Elle me dit, excuse-nous, c'est pas parce que tu n'en as pas qu'on ne doit pas en parler, machin. Donc, je me dis, merde, j'ai pas été cool, tu vois. Ça, il y a de quoi faire. C'est un peu ce qu'a fait Florence Foresti, notamment. Donc, voilà. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, tu dis? C'est un peu ce que Florence Foresti a fait, notamment. C'est ce type d'adaptation de petits trucs comme ça. Ah ouais? Bah, écoute, c'est-à-dire que je réponds ça spontanément et je me rends compte que non, mais des instants vécus où elle ressortait des trucs qui se sont passés. Jusqu'à temps qu'elle en ait un, mais voilà. Ouais, c'est clair. Ça n'empêche pas de dire tout haut ce que les mamans pensent tout bas au parc pour les enfants. Mais du coup, je me dis, j'ai pas été très sympa. Je vais à cette soirée chez Séverine. Salut Séverine, si tu me regardes. Et là, on faisait du djembé avec Séverine, de la danse africaine et du djembé. On s'est revus il n'y a pas longtemps. Et on se retrouve chez Séverine avec des copines à elle, des collègues de boulot à elle et sa tante. Si tu nous regardes, je ne sais plus son prénom, mais sa tante. Son prénom, je l'ai sur mon téléphone par contre. Parce que sa tante a un phénomène, comme on me l'a toujours dit de moi. Elle a une soixantaine. Elle nous sort des trucs de ouf. Et ce jour-là, je commence à noter sur mon téléphone en me disant, c'est incroyable, je vais en faire un sketch. Des expressions. Je te donne un exemple, si tu veux. On parle des gens qui vont en boîte. Je lui dis que j'ai horreur des boîtes. Et encore moins, soit des petites gamines qui vont essayer de faire des trucs pas très cool pour avoir un verre gratos, ou soit des meufs beaucoup plus âgées avec des tenues très vulgoses qui, bon. Et donc, je lui parle de ça. Et elle me dit, mais moi, je me fais draguer par des tout petits jeunes. Et je dis, mais enfin, tu leur dis pas 60 ans. Ben. Elle me dit, si, je le dis. Et la dernière fois, j'ai vu, je suis allée en boîte, j'ai vu un gamin de 20 ans qui m'a dragué. J'ai passé la soirée à lui dire que j'étais trop vieille. Et elle me dit, et à un moment, elle nous raconte ça et elle finit par me dire je ne pouvais plus m'en dépénétrer. Là, on se tape une barre. Et tu vois, c'est ce genre d'expression, parce qu'elle n'a pas fait exprès de dire ça. Hein. Elle l'a dit, on était mort de rire, elle ne s'est pas rendue compte de pourquoi on riait. Voilà. Et donc, c'est des soirées comme ça, des expressions ou des situations qui font que j'ai commencé à noter 2 ans avant. Et à construire le personnage. Ouais. Sans rien écrire. Et comme je m'inscris et que 4 mois plus tard, je sais que je dois monter sur scène, là, je commence à cogiter à écrire mon premier sketch pour le faire, je crois, en janvier 2019, sur une scène à Valenciennes, finalement. Je l'ai fait la deuxième fois à la scène de l'école de théâtre de Lille, parce qu'il y avait une scène à Valenciennes à l'époque avec Maé, un comédie club, on m'en avait parlé. Ah ouais, non, mais il est excellent, il est dans le MAC 74. On a beaucoup. Ouais, j'ai vu son interview. Et c'est sur cette scène que j'ai fait mon premier sketch avec des amis qui étaient venus me voir. D'ailleurs, les copains de Maë disaient « Oh, voilà des vieux !» Je disais « Ferme ta gueule, c'est mes copains. »
Et en fait, eux, ils étaient dans leur petit groupe où ils étaient quand même assez jeunes, etc. Et je leur avais dit, mais ouvrez-vous. T'aurais dû leur répondre pourquoi, moi, tu penses que je suis vieille par rapport à toi? Et discuter un Non, peu mais en l'embrouille. fait, moi, j'avais pas ce problème-là à l'époque et je l'ai toujours pas. C'est juste que quand ils disaient v'là des vieux et qu'ils parlaient de mes potes qui arrivaient pour me voir, en l'occurrence, un pote Fabrice que j'embrasse puisque pile le 25 décembre, il est décédé. J'embrasse Martine qui est partie voir ses enfants en Chine parce que c'est une période difficile. Mais Fabrice, par exemple, qui était le manager d'un super musicien qui s'appelle Zach Perry, si un jour tu veux le rencontrer. Zach Perry, qui est un musicien du Texas et qui est venu en France par rapport à toute une histoire amicale avec Fabrice et qui cartonne à chaque fois qu'il vient, mais c'est un autre délire. Et donc Fabrice arrive, d'autres potes, et je fais mon premier sketch. Je me rappelle encore, j'ai la vidéo avec, je crois que j'allais me chier dessus, sens propre du terme. Mes amis Jean et Gilson étaient venus, enfin voilà, et c'était le tout premier sketch préjugé que j'avais fait, voilà. Et la deuxième fois que je suis montée sur scène, c'était donc avec cette école de théâtre, quelques jours après, je crois. Alors, je pense que ça a été un coup de foudre. Tu sais, il y a des drogues que tu prends une fois et tu es accro tout de suite, il paraît. Ouais, mais non. Eh bien, ça a été ça. Ça a été. Moi, j'ai essayé l'alcool, je suis resté toujours dedans, pas forcément à de hautes doses, mais autres drogues, pas forcément quand j'étais plus jeune, un peu plus geek, un peu plus gay, j'ai testé le poppers, mais c'est pas un truc qui m'a motivé, et tous les autres drogues, ça m'a, voilà, c'est parler de mon expérience perso. Voilà. Désolé. En fait, il y a des drogues dont on parle où on dit t'en prends une fois, t'es accro. Eh ben, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que j'étais déjà montée sur scène en faisant du théâtre et de la danse, etc. Mais quand tu montes sur scène toute seule, que tu as écrit des textes, que tu vois ce retour en direct de gens qui rient, et en fait, tu donnes du bonheur aux gens, c'est-à-dire que tu partages avec eux quelque chose que tu as travaillé, etc. Mais quand le résultat est là, c'est un shoot. Tu te prends un shoot d'émotion, un shoot de plaisir, c'est une jouissance, et tu as juste envie de recommencer. Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail d'écriture et autres, mais quand le résultat est là, il y a beaucoup de travail au niveau de la fameuse face cachée de l'iceberg par rapport à ce qui est visible. Et par rapport à tes années d'agence immobilier et puis un problème de santé, est-ce que ça t'a motivé davantage ou est-ce que ça t'a donné envie d'écrire des sketchs ou pas forcément? Peut-être que ça a inspiré peut-être sur quelques extraits de ton spectacle Delphine Van exagère ou pas? Oui, il y a un passage sur l'agent immobilier dans mon spectacle. Par contre, c'est pas pour l'instant. J'ai encore plein de choses décrites que je n'ai jamais jouées sur le sujet, comme plein d'autres sujets d'ailleurs. Hein. J'ai des cahiers noircis, voilà. Mais l'agent immobilier, il y en a un passage, oui, dans mon spectacle, et c'est pas le passage qui prend le plus de place, ni que j'ai le plus développé en fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, puisque évidemment, quand tu abordes un sujet, tu as envie de l'aborder avec tes tripes, tu as envie de l'aborder d'une façon que tu n'as jamais entendue nulle part, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai en tête et que j'aborde, mais finalement c'est pas très long dans le spectacle. Peut-être pour l'instant, peut-être que sur un futur spectacle, éventuellement. Ouais, il y a vraiment matière à écrire. Où tu auras besoin d'en parler davantage, peut-être. Ça fait partie du spectacle, hein, mais je veux dire, ça prend pas, tu vois. Pourtant, j'ai fait 18 ans dans ce métier et je le connais par cœur, vraiment. J'ai été recruteur aussi pendant 4 ans dans le 59-62 pour les gens qui voulaient faire ce métier. Et à ce propos, je me suis rendu compte en étant recruteur pendant 4 ans que moi, quand j'ai démarré en tant qu'indépendante en apprenant sur le tas. Mais ça, c'est l'éducation de mon père, tu vois. Mon père, il me disait t'as fait la fête hier? Ouais, ben tu te lèves et puis tu vas bouger ton cul. Bon, tu veux ton permis à 18 ans? Puis 2 ans avant, il disait ok, ben tous les étés, tu vas bosser. Donc moi, j'étais élevée dans une famille, en tout cas avec un père qui me disait ça ne tombe pas du ciel. Et je le remercie encore aujourd'hui. Par contre, quand j'étais recruteur. Encore, tu es gentil parce que souvent, il y avait le mot feignasse qui était associé. J'ai très bien connu ça avec mon père. Alors, pas feignasse, mais en tout cas, tu as fait la fête, tu vas dormir, il est midi, tu lèves ton cul, tu vas bouger. Si tu veux te payer ton permis, ta voiture à 18 ans, tu vas bosser tous les étés pendant 2 ans. Voilà.
Les choses ont changé. Par exemple, mon père, ma sœur de sang, enfin ma sœur a eu 2 enfants. Il a payé la voiture en collaboration avec ma mère, parce que même si c'est divorcé, voilà, il a payé la voiture à ma nièce. Nous, à l'époque, il fallait qu'on aille trimer. Bon, les choses changent. Par exemple, il n'était pas câlin, etc. Il l'a été avec les petits-enfants. Donc, les gens évoluent et tant mieux. Mais quand moi, je recrutais, j'avais l'impression de devoir prendre des enfants par la main. C'était soi-disant un recrutement d'indépendants. Et j'étais choquée et alors ça, est-ce qu'on va nous aider? Est-ce que ça, on va nous accompagner? Est-ce que ça… j'avais envie de leur dire, mon Dieu, mais tu vois, j'avais l'impression qu'il fallait prendre des gens par la main alors qu'ils s'apprêtaient à être des indépendants. Tout ce que ça implique, quoi. Et donc, toi, tu n'avais pas forcément la fibre, entre guillemets, commerciale, ou si? Comment tu dis? Une fibre commerciale. Oui. Est-ce que je l'avais? Ouais. Je pense pas, ouais. Alors moi, on m'a souvent dit, ça m'étonne pas que j'allais te poser une question juste après, c'est justement parce que si tu l'avais eu, bah, ça pourrait t'aider beaucoup en tant que showrunner woman, voilà, donc pour te vendre partout et pour remplir les salles, voilà. Mais non, je crois. Alors, je te dis pourquoi je te dis non. Alors, c'est à peu près le même cas qu'un certain nombre de pas mal d'humoristes de cette génération, même de la génération qui arrive. Hélas. Alors, je voudrais pas qu'on fasse une interview immobilier. Là, je te dis franchement, la génération qui arrive, c'est la génération geek sur les réseaux, sur Internet, où faut se vendre, limite payer à fond avant qu'ils puissent venir dans la salle. Même si la salle est vide, il vient, voilà, il s'en fout, tant qu'il est payé. Voilà. C'est ça, c'est une autre génération. Je voudrais pas que ça tourne à l'interview sur l'agent immobilier plutôt que sur l'humoriste, mais je vais te répondre quand même. Non. J'ai du mal à être concise, mais je vais essayer. Parce que ta question de départ, c'était comment je me suis lancée. Donc, je partais sur le truc, les premières scènes et l'agent immobilier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans ma vie, ça m'étonne pas que tu étais agent immobilier parce que tu as la tchatch. Et je leur réponds ce que je réponds maintenant, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir la tchatch pour vendre des produits de démonstration sur les marchés. Salut Bébert, mon pote. Ou tu peux avoir la tchatch pour vendre des machines à laver. Mais la tchatch pour être agent immobilier, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que ce qu'un client attend quand il est demandeur d'une aide, quand il passe par un agent immobilier, même si tu es excellent, déjà, il ne veut pas payer ta com, ça le fait chier. Alors, imagine que si c'est pour lui ouvrir des portes et lui dire cuisine, salon, séjour, ça ne… c'est pas le même budget non plus, donc il y a plus d'investissement. C'est pas le même budget, il y a plus d'investissement. Voilà, en tant qu'agent immobilier, sérieusement, que sur quelqu'un qui achète pour un spectacle. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu as la tchatch que tu es un bon agent immobilier. Un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui a les bonnes réponses, même sans les questions, puisqu'il doit les anticiper, et qui techniquement, je parle de technique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, en tant qu'urbanisme et autres, connaît tout, ne serait-ce qu'avant, puisque quand il estime un bien, normalement, il est censé, lui, avoir toutes ces infos. Oui, c'est aussi la fameuse psychosociologie pour se mettre à la place de la personne de façon par différentes techniques à le pousser à acheter finalement. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est pas le pousser à acheter. Tu connais tellement ton dossier avant l'estimation et tu as tellement été à l'écoute de ce que veulent des acquéreurs que c'est pas tu les pousses à acheter. Limite, c'est pour ça que je suis pas d'accord. J'ai envie de développer ça sur l'agent immobilier. Ce que je voulais dire, c'est que tu me disais maintenant les nouvelles techniques de vente, même déjà depuis une dizaine d'années, font que tu dois devancer les désirs. Tu as même des cours de neuropsychosociologie pour t'adapter à la tête du client, pour contrer les arguments où il te dit non, je suis pas d'accord. Et justement, l'agent immobilier ou tout type autre de vendeur, soit pour des bagnoles, dès que ça tape aussi au niveau d'un certain budget, pour le convaincre le plus possible, de façon à se faire ses coms et à vendre le plus possible. Alors, si l'agent immobilier que tu me décris, si c'est ça l'agent immobilier et tu me le décris, il y en a plein. Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Pas toi, mais aujourd'hui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce profil-là, pour moi, c'est un mauvais
c'est juste un vendeur, mais comme il vendrait du poisson ou des machines à laver. Il Maintenant, vendrait sa est-ce mère ou son est-ce père, ses frères et ses sœurs. Oh oh, le bonheur, tant qu'il a de la thune, ça va. Donc, je plaisante, ça c'est. maintenant, est-ce que ce côté, j'ai la tchatche et je suis commercial, m'aide à me vendre en tant qu'humoriste? Pas du tout. Non, mais je Parce que, comparais pas par rapport à toi, ne t'inquiète pas, hein. Il n'y a aucune comparaison, vraiment. non, mais tu me disais, ça pourrait t'aider si tu avais cette fibre commerciale à te Non, vendre. non, Mais non, non, mais moi, au niveau de ta question, bah, là, tu m'as répondu, c'est clairement non, puisque c'était pas quelque chose qui t'intéresse. Voilà, vraiment. Donc, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu savais pas forcément, bah, te vendre, bah, à l'époque, enfin, pas te vendre, non, mais, voilà, au niveau, en tant qu'agent immobilier, c'est pas quelque chose que tu maîtrisais vraiment et t'avais pas du tout envie de faire. Et puis encore moins te vendre toi-même. Donc c'est pour ça là où je t'ai posé la question, où aussi ça peut t'être utile par rapport à ton expérience pour savoir te vendre. Voilà. bah, tu vois, autant j'avais aucun mal, et je te le dis encore aujourd'hui sans prétention, oui, j'étais un très bon agent immobilier, autant humblement, c'est pas que je le pense pas, puisque moi c'est le public qui me le renvoie, mais j'ai du mal à dire, mais oui, je suis très drôle, viens me voir en tant qu'humoriste. Ça, je trouve ça prétentieux. Tu vois ce que je veux dire? Autant dans un truc technique, comme l'agent immobilier, j'aurais pu être dans un autre métier, contrôleur de gestion, Ouais. avant j'ai fait 10 ans et tout, je Et savais dans dire un sans cadre prétention, très, dans performance, parce que je sais que je bossais, que je savais de quoi je parlais. Autant je trouve que de le dire en tant qu'artiste ou humoriste, c'est prétentieux. C'est comme un peintre qui va dire mes œuvres sont magnifiques. Non, c'est le regard du public. eh Ça, ben, il y le aura ça. regard du public des autres qui, pas les rendre magnifiques, mais voilà, qui apprécie l'œuvre à sa valeur. Donc, voilà, en fonction de ce Après, il qu'il y a a des envie. techniciens, par exemple en humour, si des programmateurs, des techniciens, des artistes, metteurs en scène viennent voir le spectacle, ils vont avoir un regard, alors on ne peut pas plaire à tout le monde, mais technique, qui pourront juger. Après, le public, lui, c'est ce qu'il ressent. Il n'est pas technicien, le public, donc il aime ou il n'aime pas. Des fois, d'ailleurs, il est très violent, le public. C'est-à-dire que quand tu vois, je ne parle pas que de l'humour, mais quand tu vois des gens qui sont capables d'aller prendre des heures et des minutes et Bon, je du te temps laisse encore une fois, pour et aller puis, déglinguer quelqu'un, à et donc un artiste, tu te dis, qu'est-ce que tu dis? Ah, il est parti. J'ai un peu froid parce que je me suis passé les cheveux tout à l'heure, vu qu'ils étaient à la bourre. Enfin, je veux dire qu'il fallait combler les trucs. Donc là, si moi, je peux aller blesser ce que j'ai pas de truc. Alors, je sais pas si vous voyez, parce que j'arrive pas à me. Belle affiche, non? Belle affiche! Delphine Van exagère, que vous pouvez retrouver en spectacle. Alors, 5 janvier, dimanche 5 janvier, 15h, Théâtre du Gouvernail à Paris. Dimanche, j'aime bien les dimanches, 26 janvier, 17h, Pont-de-Singe, Arras. Il y a d'autres dates. 1er février, je serai à Sillery, près de Reims, j'ai froid. 1er février. Ensuite, il y a Cogolin qui arrive en avril. Tout ça, c'est sur ma bio. J'espère que vous viendrez me voir, qu'on pourra partager un moment ensemble. Regardez sur Delphine Van, VAN, point officiel pour Facebook, ou Delphine Van, VAN, _ officiel sur Insta. Vous avez le pitch du spectacle. Et que vous soyez trop comme ci, trop comme ça, venez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération. Vous allez voir, on aborde des sujets bien sympatoches et on se marre.